Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée. Nous sommes en plein dans cette 7e saison d'un monde de bulles avec des intrigues, des rebondissements et surtout des lieux à explorer pour tous les fans et ceux qui ne connaissent aussi rien à la bande dessinée. Bienvenue au Palais de Chaillot dans cette exposition consacrée à l'architecture et à la bande dessinée. Je vais arriver, je suis assez ému parce qu'autour de nous, il y a des originaux qu'on ne voit nulle part ailleurs. Du Franquin, du Hergé, du Jim Lee, du très lourd, ceux qui ont fait l'histoire de la bande dessinée hier et aujourd'hui. On va évidemment parler de tout ça, notamment avec Régis. Régis, qu'est-ce que ça t'inspire, tous ces originaux? C'est du pur bonheur? Le peu que j'en ai vu était très très beau. Tu es autant auteur de bande dessinée que lecteur de bande dessinée? Ouais. J'ai d'abord été lecteur, d'ailleurs bien avant d'être auteur, mais j'en lis encore beaucoup. Ouais. Il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué, peut-être des auteurs qui sont encore là en toi et tu te dis, j'aimerais bien être dans leur lignée. Ah oui, il y en a plein, même des jeunes auteurs, des tout nouveaux. Donner des noms comme ça, c'est difficile, mais bon, quand je vois ce qu'on a autour de nous, Will Eisner, tout ce qui est comics américains, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, mon adolescence, et qui me donne toujours envie. Alors Régis, on s'était retrouvés pas très loin d'ici il y a quelques mois, sur les toits justement du Palais de Chaillot, pour cette histoire fabuleuse de la Croisière jaune, et qui va bientôt avoir une suite d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est une nouvelle fois une autre histoire, une histoire un peu secrète, celle de la conquête de l'espace. Tu es devenu un spécialiste de l'histoire et de ses secrets et de ses rebondissements et des coursives qu'on va découvrir? Pas encore un spécialiste, je suis pas un historien du tout, mais c'est vrai que je travaille actuellement sur plusieurs projets avec un fond historique assez fort. Donc c'est le cas de la Croisière jaune et c'est aussi le cas de la conquête spatiale. C'est des projets qui sont assez particuliers parce que ça demande beaucoup de documentation, parce qu'on s'adresse non seulement à des lecteurs de BD traditionnels mais aussi à des spécialistes, parce que c'est des domaines comme la conquête spatiale où il y a beaucoup de gens en fait qui vont acheter cette BD là parce que ça touche un sujet qui les intéresse. Donc il y a à la fois une partie documentation, une partie historique forte et puis en même temps une partie imagination, fiction, et c'est aussi celle-là qui m'intéresse. Au niveau de la documentation, aujourd'hui, on trouve à peu près tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a des dossiers qui s'ouvrent chaque année? Il y en a depuis 1990 avec l'ouverture des dossiers secrets du KGB où on a découvert beaucoup de choses et puis les historiens sont toujours en train de les éplucher, donc tous les ans on découvre plein de choses, notamment dans le tome 2. En fait, le tome 2 commence par une séquence de 2 pages où on voit l'explosion d'une fusée sur son pas de tir et c'est une catastrophe qui a été tenue secrète jusqu'en 94, enfin jusque dans les années 90 et qui a eu lieu en 1961. Les Russes, ils sont forts pour les secrets. Le maréchal Nedelin officiellement était mort dans un accident d'avion. D'accord. Comme Gagarine, comme plein d'autres. Après. Comment tu fais ton choix par rapport à, j'imagine, cette accumulation d'archives qu'on peut avoir aujourd'hui? Où est-ce que tu pioches? Comment tu te dis, ça, je vais pouvoir m'en servir justement pour aller dans le sens de mon histoire ou dans le sens de l'histoire que j'écris? Le but du jeu, c'était de raconter un peu l'âge d'or de la conquête spatiale, donc de Spoutnik au premier pas de l'homme sur la Lune, donc de 57 à 69. Donc il y a des éléments qui sont indispensables sur lesquels on ne peut pas passer. Donc le vol de Spoutnik, de Laïka, de Gagarine, etc. En lisant des livres sur la conquête spatiale, sur aussi l'envers du décor, donc la guerre froide, les histoires d'espionnage, etc. J'ai accumulé pas mal d'anecdotes. Et à côté de ça, en fait, j'ai bâti mon intrigue, qui est un thriller en fait d'espionnage qui va se dérouler entre 57 et 69 avec un héros récurrent qu'on va retrouver sur chaque histoire. Comme sur la Croisière jaune, il faut à la fois s'abreuver, se nourrir de faits historiques, de documentation et en même temps créer une histoire humaine qui porte justement toute cette documentation, parce qu'autrement ça serait un livre de documentation tout simplement. Voilà, c'était la principale difficulté de ce qui m'avait été demandé, puisqu'à la base, c'est les éditions Delcourt qui m'ont un peu commandé ce projet. Et Guy Delcourt tenait à ce qu'il y ait un héros récurrent, donc qu'on retrouve en fait tout au long de ces 10-12 années qu'on va traverser. C'est un peu partout, ce héros, justement. On commence en plus à Baïkonour, puisque au début en fait, de la conquête spatiale, tout se passe là-bas, quoi. Tout se passe en URSS, enfin, au Kazakhstan en l'occurrence. Et après, notre personnage, il est censé se balader, effectivement, aller à Cap Canaveral, parce que c'est l'Amérique qui a pris le pas, et ce sont des Américains qui vont aller sur la Lune. Donc il fallait trouver un héros
récurrents qui puissent se balader un peu partout. Régis, merci à toi. Merci. En tout cas. Donc on te retrouve pour cette folle aventure, mais en tout cas du côté qu'on ne connaît pas forcément des coulisses de la conquête spatiale. Voilà, le côté secret chez Delcourt. Merci à toi. On va partir vers un autre espace, c'est l'espace politique. C'est pas exactement le même. Un excellent album est sorti il y a quelques mois. On avait envie de faire un retour dessus. C'est Quai Branly aux éditions d'Argo. Alors, vous le voyez tout de suite. Alors, il y a Nicolas qui est à côté et qui me regarde. C'est pas Quai Branly. Eh non, Nico, voilà, Nico qui fait partie de l'équipe et qui m'a fait le sujet, c'est Quai d'Orsay. Quai d'Orsay aux éditions d'Argo, ça par contre j'avais bon. Vous le voyez tout de suite sur la couverture, c'est Dominique de Villepin, dans sa splendeur, dans sa folie, dans son tourbillon quotidien. Ça nous est raconté par 2 auteurs, dont un qui veut taire son nom, car c'est un ancien directeur de cabinet de Dominique de Villepin. Tiens, on en reparlera à la fin de l'émission. À tout de suite. Comme l'indique le titre, Quai d'Orsay nous plonge dans les arcanes du ministère des Affaires étrangères. Mais pas sous n'importe quel ministre, ni à n'importe quel moment, et encore moins écrit par n'importe qui. Lanzac, c'est un ancien conseiller d'un ministre, qui était ministre des Affaires étrangères, au moment où il y avait une guerre qui allait se déclencher, ou en tout cas un pays qui était soupçonné de posséder des armes de destruction massive, était dans la ligne de mire des États-Unis. En fait, il essayait d'éviter cette guerre. Donc on voit tout à fait de qui il s'agit. Effectivement. Toute ressemblance avec un personnage existant n'est donc pas fortuite. En même temps, avec l'un de ses anciens conseillers au scénario, impossible de ne pas voir Dominique de Villepin dans l'hyperactif Alexandre Taillère-Devant. Il ressemble à Dominique de Villepin dans son énergie. C'est-à-dire qu'il y a, graphiquement, si on le détaille, si on prend chacun des éléments séparés de son visage, de son corps, c'est pas Dominique de Villepin. Mais si on prend l'ensemble, il évoque très fortement Dominique de Villepin. Parce qu'en réalité, on a voulu rester dans le romanesque et ne pas faire une caricature qui aurait été quelque chose qui aurait tiré vers la satire ou le pamphlet. C'est ni un pamphlet, ni une satire. C'est une immersion qu'on espère lucide, drôle, acide, mais c'est pas un pamphlet. Le fait qu'il soit très actif d'un point de vue dramatique, c'est une aventure, ça fait réellement une histoire d'action, alors qu'en réalité c'est un huis clos théâtral. Pour autant, l'album ne tombe jamais dans la caricature. Il lève plutôt le voile sur l'équipe de Spin Doctors qui entoure le ministre, à travers les yeux d'Arthur, un jeune thésard chargé d'écrire les discours de la voix officielle de la France à l'étranger. C'est le portrait d'un exercice du pouvoir et des gens, comment ce pouvoir s'exerce, comment ce pouvoir se déploie, se vit au quotidien, comment la pression du pouvoir se vit au quotidien. Les conseillers sont maltraités, ils souffrent, mais ils veulent rester dans l'œil du cyclone. La pire chose qui pourrait leur arriver, en fait, c'est de s'écarter de l'œil du cyclone et d'être éjectés, de sortir de la boucle. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours être au plus près de l'exercice du pouvoir. Je pense que ça devient pour eux comme une sorte de drogue. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une relation passionnelle toxique. Bref, une plongée hilarante au cœur du sérail où le brillant vire souvent au ridicule et où la politique vire souvent à l'opportunisme. De retour ici au Palais de Chaillot pour cette exceptionnelle exposition consacrée à l'architecture. Je vais y arriver à la bande dessinée, c'est difficile à prononcer. Éric, Didier, cette expo, vous avez vu quelques originaux qui vous ont un petit peu émoustillé, je crois. On a vu beaucoup d'originaux qui nous ont émoustillés. Ça aussi, c'est difficile à dire, originaux. Il se passe quelque chose. On a vu beaucoup, non, il y a de très très belles planches, c'est très impressionnant. Auteur et lecteur de bande dessinée, forcément? Absolument. Moi. Ah oui, moi aussi, oui. Puis surtout, j'ai découvert les originaux de mes grands maîtres. J'avais jamais vu les originaux de Jacobs, par exemple. Et j'étais étonné par la perfection, la propreté, le trait de cet auteur. Et puis, bien entendu, Franquin, Hergé, Winsor McCay. Enfin là, c'est un gâteau fantastique pour les amoureux de la bande dessinée, cette expo. C'est génial. Vous avez des souvenirs lointains de ce que vous avez pu lire et de temps en temps, je sais pas, vous écrivez un bouquin et vous dites « Ah tiens, ça vient de quelque part ». Moi, par rapport à la représentation de la cité, de la ville, c'est surtout les maîtres de Marcinelle. Enfin, je me souviens des Franquin, Tillieux, Will,
c'est les Pirates du Silence, je crois, de Spirit Fantasy, dans les décors sont dessinés par Will. Pour moi, ça, c'est la ville fantasmée, quoi. Donc c'est plutôt ça, et puis après j'ai découvert les Américains, effectivement, comme Will Eisner, des gens comme ça. Ouais. Et toi, Didier? Moi, j'avais été marqué par un passage de la marque jaune, la poursuite sur les docks à Londres, et j'avais trouvé que c'était extraordinaire parce que c'était vraiment la première fois qu'on avait un petit côté cinéma dans la bande dessinée. On avait habituellement des couleurs qui étaient bendées, comme on disait, c'était des jaunes, des rouges. Et là, Jacobs utilise des bleus profonds et il joue avec les silhouettes des personnages, Ulrich qui passe par-dessus la grille et la brume des docks. Là, je crois que c'était vraiment une grande révélation pour les amoureux de bande dessinée qu'on était. Il a vraiment, sans le savoir, il a révolutionné la bande dessinée réaliste à ligne claire à ce moment-là, je crois. Un nouveau couple devant mes yeux, évidemment. C'est beau, c'est officiel. Il ne faut pas avoir honte en plus. Non, mais nous on s'assume. Quand la création est là, c'est l'essentiel. Vous avez plusieurs projets en commun. Qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup? Vous aimiez tellement que vous vous êtes dit on va faire plein de choses en même temps? Ah oui, alors moi je commençais déjà à vieillir beaucoup, puis j'ai du mal à taper maintenant à la machine à écrire. Alors il fallait quelqu'un qui puisse taper à ma place. Alors, j'ai demandé à Eric, il dit, t'as envie de taper à ma place? Tape bien. Il tape très très bien. Puis en plus de ça, il a de bonnes idées. Il apporte beaucoup de choses contemporaines et intéressantes. Donc je lui dis, tout compte fait, tu vas pas faire que taper à la machine, tu vas peut-être travailler avec moi. Bon, sérieusement, non. On s'est vraiment connus à ENEP parce que j'étais sur le travail de l'adaptation cinématographique de Neige. Et j'étais arrivé à un moment donné où j'avais vraiment trop le nez dans le guidon, j'y arrivais plus. J'en étais à la 16e version, ça commençait vraiment à m'épuiser. Donc j'ai fait appel à Eric qui avait un œil neuf, qui était un lecteur de Neige. Et Eric m'a apporté vraiment toutes les clés pour ouvrir les verrous que j'avais moi-même posés dans le scénario. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, tiens, on s'entend vraiment très très bien, on est complémentaires à certains niveaux. Pourquoi ne pas réveiller Neige, la série mythique de Neige qui était endormie, et on a commencé à bosser ensemble. On a mis énormément de temps pour récupérer les droits, c'est assez complexe. Il y a une partie des droits qui appartenait à Christian Gine. Tout s'est bien passé et à partir de là, on a souhaité faire Neige ensemble. Mais entre-temps, c'est chauffé, on a fait beaucoup d'albums ensemble. Bien chauffé. Neige, donc le retour, pas vraiment un retour intellectuellement parlant, parce que c'est ce qu'on appelle préquel. Eric, ce que vous disiez, c'est-à-dire que toi, quand tu lisais Neige, tu imaginais d'autres choses qui auraient pu se passer avant, après, pendant? L'idée de faire une préquelle est venue ensemble. Moi, j'avais pas. C'est un univers que j'aimais beaucoup. Quand on a réfléchi à relancer la série sur un nouveau cycle avec de nouveaux dessinateurs, on a pensé effectivement faire ce qui se passait avant. Donc là, le nouveau cycle s'appelle Neige Fondation et débute en fait à la naissance de Neige et se terminera là où commence le cycle existant, c'est-à-dire Neige a environ 5 ans et Northman le découvre. Alors, Neige, à l'époque, c'est vrai, on le disait, puis on est entouré d'originaux qui sont sur une période incroyable. C'était une sorte de révolution de l'écriture SF dans la bande dessinée. Mais des années après, il faut à la fois une continuité dans ce qui a été créé. Donc, est-ce que la révolution, elle est toujours là? Alors, justement, c'est pour ça, c'est d'où l'intérêt de cette équipe, de ces deux têtes. Parce qu'effectivement, Neige a été une nouvelle façon de concevoir la science-fiction de manière un petit peu plus philosophique, un peu plus humaniste, avec des personnages qui étaient complexes, des psychologies, des manipulations, etc. Et moi j'étais arrivé au terme de ce que j'avais à dire dans Neige, et pourtant j'avais vraiment la volonté de poursuivre. Et c'est là où Eric intervient, c'est qu'il amène à cette bande dessinée une nouvelle vision qui ne détruit en rien l'univers originel de Neige, mais qui lui apporte peut-être la poésie qui commençait à me manquer, moi. La poésie et le modernisme qui commençaient à me manquer. C'est-à-dire que Eric vient au bon moment pour ramener Neige dans un langage plus près du cinéma, d'ailleurs, dans un langage quasiment cinématographique, servi par les deux dessinateurs qui sont deux dessinateurs de talent fantastique. Oui, tout ce que Didier est tout à fait juste, enfin, je ne sais pas, je pense. Par rapport à Neige, à l'univers, et pour revenir aussi au thème de l'expo, moi ce qui me plaisait bien dans Neige, c'est que c'est un univers où toute la cité est complètement déstructurée, puisque la société s'est effondrée. Dans le cycle originel, elle commence à se reconstruire en tant que société globale. Nous, donc, se situant 5 ans avant, la reconstruction n'est pas encore là. C'est le chaos total, c'est une sorte d'anarchie.
Et le niveau de la cité n'existe pas encore. C'est vraiment des tout petits groupes familiaux, extra-familiaux élargis qui tentent de survivre et qui tentent de construire une sorte de futur, mais avec pas beaucoup d'espoir au bout. Mais souvent, dans vos albums respectifs, je te parlais tout à l'heure des carrés que j'aime beaucoup, on part de temps en temps de la déstructuration d'une société ou d'un être humain ou d'une famille pour aller justement vers cette reconstruction. Ça, c'est quelque chose qui, dans votre façon d'écrire, est présente ou quasiment omniprésente. Oui, je pense, mais je pense que c'est présent dans énormément de scénarios en fait. La construction, la quête, retrouver ce qui est perdu, ce qui est éparpillé. De l'obscurité vers la lumière. Oui, on voilà, cherche je pense que c'est quelque où chose on qui va, reste. où est-ce qu'on peut aller. Oui, ça c'est la quête essentielle de Neige. Effectivement, ça se résume en tout est épars, tout est brisé et il faut reconstruire. Et le problème pour reconstruire, c'est que des fois la fin justifie les moyens. Et un personnage comme Northman prend des choix qui sont des choix. Quand on prend ce genre de choix, on voit avec 3 ou 4 coups d'avance et malheureusement on laisse des cadavres sur le chemin. Alors c'est vrai que là on partage cette réflexion tous les deux, Eric et moi, parce qu'en plus elle est extrêmement contemporaine. On est dans une société où les choix sont pris et quand on prend des choix tels qu'ils sont pris actuellement en politique mondiale, on laisse sur le côté des pays entiers, des sociétés entières qui crèvent la misère pour qu'on avance, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire autrement et c'est dramatique, c'est d'un cynisme épouvantable. Alors là, ce que dit Eric, effectivement, c'est très très juste, parce que moi j'avais commencé Neige au moment où la société se construisait. Donc il y avait déjà presque un espoir. Là, on prend avant l'espoir. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'espoir. Alors c'est en cela que Neige est peut-être encore plus contemporain, parce qu'il s'adresse exactement au lecteur actuel. Okay, thanks to you. Thank you very much. Didier and Eric. And now we are going to... Bon, on va suivre la suite des aventures d'un monde de bulles. On va rencontrer un monument physique, mais aussi de la bande dessinée. C'est Danny, Monsieur Danny, qui fait son retour. Alors lui, en tant que guerrier, avec des guerrières, c'est un peu... Voilà, c'est normal, hein. Danny n'aurait pas pu faire autre chose. Les guerrières de Troyes aux éditions Soleil, et c'est évidemment Monsieur Nicolas Béard, notre petit guerrier à nous, qui allait le rencontrer. A tout de suite pour la suite de nos aventures. Après Tarquin, Mourier et Vatine, voici un nouveau venu dans l'univers de Troyes, Danny. Et il n'y débarque pas tout seul, mais avec 3 guerrières très très en forme. Vu la carrière du jeune homme, ça n'étonnera personne. Je suis persuadé que c'est de toute façon la femme qui mène le monde, hein. C'est clair. Il est évident que s'il m'avait proposé les 3 plombiers de Troyes, j'aurais peut-être hésité à le faire, quoi. Donc j'étais plus intéressé par 3 guerrières. Je crois que j'ai créé 3 types féminins très différents. Elles sont très différentes, et physiquement et de mentalité, bien sûr. Et là, j'en suis très content. Mais bien évidemment, elles ont tout ce qu'il faut là où il faut, ça c'est clair. Et voici nos 3 dignes représentantes du Girl Power. La sauvage Lynch, l'énigmatique Isan et la belle Raya. Elle est assez gironde, quoi, elle est assez pulpeuse et ce côté un peu fleur bleue aussi qui doit plaire beaucoup. Donc c'est sa caractéristique, elle a un cœur d'artichaut, mais ça n'empêche que c'est une guerrière redoutable aussi quand elle le veut. Mais elle est plus ronde, elle est plus douce, elle est plus féminine peut-être. Vous avez Lynch par exemple qui est plus dure, elle veut nettement plus taillée à la serpe comme ça et puis qui a un comportement de mec aussi. Voilà, elle prend d'ailleurs un mec, elle le jette le lendemain matin, etc. Bon, elle se comporte un peu comme une femelle machiste, ça existe ça. Enfin, en tout cas, on pourrait dire qu'elle a inventé le terme. Et Isan est très intéressante parce qu'on va d'ailleurs garder et cultiver ce côté ambigu du personnage. On ne saura jamais très bien pour qui elle roule. À mon avis, elle roule pour elle d'abord, mais on va utiliser vraiment ce côté ambigu du personnage. Belle performance de Danny qui se frotte pour la première fois à l'Heroic Fantasy tout en respectant les codes de l'univers d'Arleston. Le pari est gagné. On ne peut pas utiliser d'armes à feu, ni de moteur, ni de choses comme ça. Mais sinon, comme ça se passe dans une région qui n'avait pas encore été exploitée par les autres dessinateurs, je suis très libre, si vous voulez, d'apporter ma propre imagination, mon propre imaginaire dans le monde de Troyes.
Bien évidemment, si j'ai besoin d'une bestiole créée par Mourier, par exemple, je peux l'utiliser, mais le cahier de charge est très léger, en fait. Et je me suis aussi efforcé de ne pas être trop tributaire de ce que les autres avaient fait. Par exemple, je ne travaille pas du tout avec les albums de Mourier ou de Tarquin sur le bureau, quoi. Voilà, je sais ce qu'ils ont fait, etc., mais je n'ai pas de référence permanente avec ce qu'ils ont créé. J'essaye de me faire mon propre univers de Troie, si vous voulez. Je pense qu'une des caractéristiques de l'Heroic Fantasy de Christophe Arleston, c'est cette distanciation de l'humour, c'est ce second degré. Il utilise tous les ingrédients du genre Heroic Fantasy, mais il les arrange à sa manière et il les détourne un petit peu pour en faire une énorme farce, une énorme comédie, et ça me plaît beaucoup. Nos 3 guerrières vont escorter sur les dangereuses routes de Troie le convoi humanitaire du mystérieux Ikem, un convoi qui révélera plus tard ses véritables intentions. L'arnaque à l'humanitaire, ça c'est moi qui l'ai soufflé à Arleston. J'étais un peu outré parce que j'avais appris des choses justement sur certaines pratiques d'associations humanitaires qui, sous prétexte d'aider les gens, s'en mettaient plein les poches, et donc j'avais envie de dénoncer ça. Et donc je voulais traiter ce sujet-là, et donc Christophe l'a tout à fait intégré. Donc j'étais un peu partie prenante dans le scénario. Appelé initialement pour un one-shot, Danny s'est engagé pour un second opus. On s'est laissé dire qu'une 4e guerrière pourrait y faire son apparition, et parole de Danny, il se lâchera un peu plus. Je me suis promis que dans le tome suivant et les suivants, j'allais davantage laisser libre cours à mon imagination. J'étais peut-être un peu trop raisonnable, un peu trop réaliste dans les décors, dans ce premier épisode, et je crois que je vais me lâcher beaucoup plus dans le deuxième. On va terminer cette émission d'un monde de bulles avec le maître de ces lieux, François de Mazières. On est chez vous ici. Eh oui, pas chez moi. Bon, là, on est dans une institution publique, donc tout le monde est ici un peu propriétaire du lieu. Et alors, ce qui est formidable, c'est que dans ces institutions publiques qui ont un certain âge, on découvre des arts qu'on ne voyait pas avant. La bande dessinée a une exposition exceptionnelle ici. Pourquoi la bande dessinée ? Parce que d'abord, la bande dessinée, je pense au XXIe siècle, c'est un art qui est à part entière. Il y a un très grand public. Et au fond, nous, ce qui nous intéressait, c'était de marier les publics. On est une institution qui est dédiée à l'architecture, à la culture de la ville aussi, tous les grands sujets. On a une grande exposition sur le Grand Paris. On aura l'année prochaine une grande exposition sur la nature et la ville. Et au fond, la bande dessinée, c'était un mode de création qui est aujourd'hui un public important, et qui a des liens forts avec l'architecture. Les dessinateurs de bande dessinée sont souvent fascinés par la ville. On commence par Mackay au début de l'exposition. Ça fait un siècle, finalement, d'histoire de la bande dessinée qui a un rapport très étroit avec la question de l'urbain. Alors, François Mazières, dans cette exposition, on passe de ville en ville. On découvre des époques de création exceptionnelles. Et ce qui est formidable, je l'ai dit dans cette émission, c'est qu'il y a des originaux de maîtres de la bande dessinée. Comment on fait venir des originaux de Franquin, d'Hergé? On le disait, là je vois un Will Eisner pour le Spirit. C'est des choses qu'on ne voit jamais ailleurs. Mais alors ça, on le doit à Jean-Marc Thévenet. C'est le rôle d'un président d'institution culturelle, c'est peut-être de prendre les bons thèmes d'exposition et de trouver les bons commissaires. Et le commissaire, c'est Jean-Marc Thévenet, qui a été pendant des années le directeur du festival d'Angoulême. Et donc avec Jean-Marc, on a discuté, et c'est vrai que le challenge pour lui, c'était de faire venir des pièces exceptionnelles. Et il a mis beaucoup de passion à monter cette exposition. Ça l'intéressait, ce sujet avec la ville, et c'est grâce à lui, évidemment, que toutes ces pièces exceptionnelles sont là. Vous, lorsque vous avez découvert cette exposition de bande dessinée, sur la bande dessinée, sur l'architecture et la ville et la bande dessinée, vous êtes dit, on a franchi un pas différent de ce qu'on pouvait faire avant ou auparavant? Oui, au fond, vous savez, une institution comme la nôtre, elle a une mission qui est quasi pédagogique. C'est faire connaître au plus large public
évidemment la question de l'architecture, mais au-delà, tous les arts au fond. Et là, ce que je trouve très réussi, c'est que véritablement cette exposition, elle s'adresse aussi bien aux grands spécialistes. Et effectivement, ils vont tomber en arrêt devant une planche exceptionnelle qui vient d'un collectionneur privé. Mais pour le grand public, ça sera autre chose. C'est au contraire la compréhension de l'histoire de la bande dessinée sur un siècle en rapport avec la question urbaine. Et ça aussi, c'est, je pense, la grosse réussite de cette exposition. Est-ce que lorsqu'on dirige une institution, comme le Palais de Chaillot, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de faire vivre l'institution, de la renouveler tout le temps, faire en sorte que les publics viennent, reviennent ou découvrent l'institution? Oui, c'est un peu l'enjeu des institutions comme la nôtre. On est un peu sur le schéma de l'institution qui est Beaubourg, qui a été une référence à une époque, qui reste bien sûr une référence, mais dont le modèle c'est quoi? C'est une sorte de ville dans la ville. C'est-à-dire ce sont des lieux où se croisent des publics différents, où il y a à la fois des débats, des colloques, une école. Nous avons l'école ici de Chaillot, qui forme les architectes du patrimoine. Et puis vous avez des galeries permanentes, qui sont ici plutôt patrimoniales, et des expositions temporaires qui renouvellent les publics. Donc voilà, c'est arriver toujours à garder cette ambiance qui est celle de la curiosité au fond. On vient ici, on sait qu'on va traiter des questions qui tournent autour de la ville, de l'architecture, mais finalement on va être étonné parce que tel jour il y aura un débat avec un grand architecte sur un sujet qui va traiter d'une ville, et puis on va avoir une exposition alors à caractère patrimonial. Voilà, je crois que la cité, il faut venir pour découvrir non seulement cette magnifique exposition de bande dessinée, mais aussi au fond venir voir à l'occasion de cette exposition nos galeries d'exposition permanentes et comprendre ce qu'a été l'évolution de l'architecture en France depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours. Ma dernière question, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a particulièrement marqué dans cette exposition, qui vous rappelle peut-être un souvenir, une lecture d'enfance ou... Au fond, je trouve que l'entrée sur justement l'univers un peu merveilleux, fabuleux de Winsor McCay, je trouve que c'est un très joli regard, alors qu'aujourd'hui on est très angoissé. Et ça m'a fait plaisir de me rappeler que finalement la bande dessinée, c'est aussi un moment de détente et peut-être un moment qui véhicule une sorte de clin d'œil. On se rappelle toujours le personnage à la fin de la page, il se réveille. Côté émerveillement. Moi, j'aimerais que tout le monde s'émerveille ici. Et donc, voilà, je cite cette œuvre parce que c'est le père tutélaire, mais il y en a bien d'autres ici à découvrir qui sont fabuleuses. Bon, merci François de Mézières, en tout cas, avec Winsor McCay. Cette référence, en tout cas, un peu d'innocence dans ce monde dur du béton urbain, mais d'une création aussi extraordinaire à Paris, évidemment, la ville de l'architecture. Merci à vous. Vous terminez donc cette émission ici, tournée une nouvelle fois au Palais de Chaillot. Dans cette exposition, archi et bande dessinée, vous allez découvrir des œuvres exceptionnelles qu'on voit vraiment nulle part ailleurs. Et puis cette façon dont les créateurs de bande dessinée ont de mettre en scène leurs personnages dans des villes, avec la ville, c'est une façon différente d'imaginer l'architecture d'hier et d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous d'un monde de bulles, c'est évidemment le site unmondedebulle.com et chaque semaine la chronique coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à la semaine prochaine.